Ouais, bonjour. J'espère que vous avez eu le son du générique. Critic Man est de retour avec son son incroyable. Bon, faut que je refasse tous les habillages, on va fusionner les chaînes, on aura le Voxel et Critic Man et Nucubic ensemble. Ce sera beaucoup plus simple pour moi et peut-être plus lisible pour vous aussi. Le live d'aujourd'hui commence sous les meilleurs auspices puisque Brick Delay est là. Je ne sais pas si je peux révéler ton prénom, ton identité numérique, je ne sais pas. Tu me dis si c'est possible ou pas. En tout cas, nous on commence par les news. Vous avez vu, Obsession. Et ensuite, on fera donc news ciné et séries, hein, bien entendu. Et dans une deuxième partie, je vais vous faire tout simplement mes avis critiques sur films et séries que j'ai pu voir, voire autre chose. D'ailleurs, je dis ciné-série, mais en réalité, j'élargis à tout ce que j'ai vu. Donc oui, je ne sais pas ce qui concerne. Donc je préfère ne pas dire n'importe quoi. Si je peux dire que Paul est là, je pense que là, je m'engage pas trop. Paul est là avec nous. Et donc, comme je disais, on commence par les news ciné-séries. Et je ne m'interdirai pas de parler d'autres médias. Simplement tout ce qui est livres, BD, qu'est-ce qui existe dans le monde, autre chose. C'est beaucoup plus, j'ai pas le temps d'en lire autant, donc j'ai un bouquin maximum par mois à peine, donc voilà, les critiques de ce genre, je peux révéler ce que je veux. Et bien donc ici même un ancien camarade de formation, quand je me suis reformé pour l'informatique, et là Paul est là, et Paul il fait du jeu pour une entreprise de notre région. J'espère que ça se passe toujours bien, ce boulot créatif. Et nous justement, on parlait de création. Alors, news. Je vous ai déjà parlé pas mal de Obsession. Donc là, c'est une affiche Obsessao, donc ça doit être brésilien, portugais. Ce film continue à défrayer la chronique. Il a dépassé au box-office le film Sinners, qui s'est retrouvé aux Oscars parce qu'il avait fait un score énorme. Il l'a dépassé, alors que le budget de Obsession représente 1% du budget de Sinners. Alors j'essaie de vous montrer une échelle avec mes doigts, mais par le système de détourage, on voit rien du tout. Faut que je le fasse là peut-être. 1% c'est là, et en face 100. Voilà. Qu'il a fait mieux. Il est arrivé donc en termes de rentabilité 371 millions de recettes de dollars pour 750 000 $, de budget. Même pas 1 million. Donc on est sur un fois 300, fois 400 quoi, en termes de rentabilité. Et du coup, c'est le film le plus rentable de la décennie, carrément. Voilà. Et c'est un très bon film que je vous recommande. Obsession. Il est peut-être encore en salle justement grâce à son succès. Donc ne le ratez pas, même si vous n'êtes pas méga fan de films d'horreur comme moi, on est dans un délire vraiment original, et surtout une finesse d'écriture qu'on voit rarement dans ce genre de film, sur une situation très simple, donc un homme qui fait le vœu qu'une femme soit folle de lui. Voilà. Ensuite, autre news, un nouveau film le plus cher de l'histoire du cinéma, Jurassic World 3. Hein, on peut pas dire que ce soit le meilleur pour autant. Oh là là. On arrive à qu'il a dépassé Star Wars 7, qui était l'ancien plus gros. Alors forcément, il y a des calculs qui sont faits pour indexer sur l'inflation, etc., pour essayer de recaler les choses. Star Wars 7, il était à 638 millions de dollars de budget. C'est assez confortable. Et donc, notre fameux Jurassic World 3, il est arrivé à 658 millions. C'est quand même... ça pique. C'est des chiffres qui piquent, hein. Moi, ça me fait bizarre quand je vois mon salaire à côté. Voilà. Et malgré tout, c'est quand même peut-être un des pires films qui a jamais été fait. Hein. Si vous avez eu la chance de le voir. On voit donc cette réunion. Ils ont tenté, hein, les gars. On sent qu'ils étaient désespérés. Ils ont ramené l'ancien casting. On les voit en bas. J'avoue que c'est d'ailleurs ce qui fonctionne le mieux dans le film. Hein. Pourquoi ? Pas parce qu'il y avait d'un coup une écriture de qualité. Tout simplement parce que ces personnages existaient déjà, avaient été écrits avant. Ils ont repris tel quel, donc au moins il y a un petit fonctionnement de personnage. Là-haut, il n'y a rien. Je me souviens même pas avoir vu les personnages secondaires. Aucun souvenir. C'était vraiment un carnage ce film. En tout cas, c'est le plus cher de l'histoire du cinéma, malgré tout. Ensuite, Billy.
Billy. C'est le nouveau Disney qui va débarquer en novembre. Bah, c'est écrit en bas, 25 novembre. Intriguant. Écoutez, créateur de la Reine des Neiges, Zootopie, j'aime beaucoup Zootopie, donc tout de suite, une jeune femme qui découvre des pouvoirs, un visuel assez extravagant. On espère une écriture un petit peu intéressante sur ce personnage. Voilà, pour l'instant, j'ai vu un petit bout de trailer. Vous savez très bien comment je me comporte. J'ai regardé à peine la moitié. Si j'ai envie de le voir, ça y est, il est sur ma liste. Et après, je ne veux pas en voir plus. Il faut se méfier pour un maximum de surprises. J'aime les surprises. En tout cas, voilà, je l'ai à l'œil. Ensuite, alors Stranger Things. Alors, c'est pas directement Stranger Things, comme ce pourrait signifier cette illustration. C'est tout simplement car les deux personnages que vous voyez ici vont être réunis dans une nouvelle série. Alors, c'est un peu étonnant. Au niveau des communications, on sent qu'il y a quand même des... Comment on appelle ça, des petites embrouilles qui sont un peu masquées, parce que quand même, elle avait porté plainte contre lui, hein, pour des histoires de harcèlement ou je sais pas trop quoi. Donc ça n'a pas l'air ultra propre. Mais j'imagine que c'est deux qui ressortent le plus de la série. Et donc les studios derrière, ils sont là, attends, on va aligner, on va leur donner un petit chèque pour qu'ils enterrent l'âge de guerre. Et que on sait que ça va faire cartonner la série par leur présence. Voilà. Du coup, alors j'ai mélangé des petites choses, donc c'est peut-être pas dans l'ordre mon histoire. Je regarde dans mes notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Alors oui, si ça rejoint, je regarde vite fait. Non, je me suis encore fait avoir. Ça rejoint une autre news. Donc eux, ils vont être réunis dans une série d'espionnage pour Netflix. À voir, pour l'instant on n'en sait pas plus. Mais les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, préparent un film. Ils préparent un film pour la Paramount en 2028. Intriguant parce que y a une pression sur eux qui est énorme. Est-ce qu'ils avaient déjà des idées, commencé à écrire avant le succès de Stranger Things pour pouvoir, on va dire, réfléchir sereinement? On ne sait pas, on verra. Et en plus, c'est des gens qui sont très occupés forcément. Ils préparent un spin-off de Stranger Things pour Netflix. Ils ont quand même réussi à garder Netflix la main sur leur poule aux œufs d'or. Donc voilà, double projet. Ah oui, Stranger Things, il y a eu le série animée que j'ai pas regardé. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que tu l'as vu toi, Paul, cette série qui est un spin-off animé. Mais par contre, ils sont pas derrière en termes de création. Donc voilà, la petite différence avec le spin-off qu'eux préparent. Et vous avez pu voir la news suivante sur un film de requin, The Bay. J'ai un petit truc pour les films de requins. Alors, ça donne quand même naissance à beaucoup de mauvais films, ça c'est sûr et certain. Mais de temps en temps, il y en a un qui est réussi et je trouve que le genre survie à une bestiole. Il y a un petit kiff. Forcément, on se met à la place des gens et quand les personnages ont des réactions qu'on s'imagine avoir ou ils iraient un peu plus loin que nous en termes de qualité de survie, ça amène un film, un petit côté aventure, sous pression. Récemment, il y a eu l'excellent, enfin moi j'ai beaucoup aimé, comment il s'appelle, Animal, je vais voir si je vous retrouve ça. Animal, non, c'est pas Animal. Comment il s'appelle ce film? Il n'y a pas Animal dedans? Instinct? Non. Il y en avait un, Instinct de survie qui était très bon dans le genre. Vous avez une jeune femme toute seule sur un rocher et je trouvais qu'ils utilisaient bien la situation. Justement, essayer de faire vivre chaque moment, chaque étape. Voilà, il y avait quand même un effort d'écriture. Et le dernier, il a commencé. J'ai Animal à chaque fois qui me vient, mais Dangerous Animals. Très très bon. Alors j'ai trouvé vraiment
la manière d'agencer le suspense, la réaction de l'héroïne, et il y a des scènes qui sont intenables en termes de suspense de requin. Voilà, donc en tout cas The Bay, tout de suite je me mets en mode tiens, je suis intrigué. Ça sort en juillet, voilà, c'est l'été, ils essaient de refaire le coup des Dents de la Mer, tout simplement, hein. Les premiers blockbusters, hein, un peu celui qui a été le premier blockbuster de l'été là. Et puis voilà, là c'est une jeune femme qui va essayer de survivre. Ça a l'air d'être fait en tout cas en mode requin un peu plus normaux, hein. On n'est pas. Alors ça pourrait tout à fait être marrant et intriguant aussi, des requins complètement délirants, mais souvent c'est très mal foutu, donc ça donne pas des films intéressants, à mon sens. Voilà, The Bell est sur mon radar. J'attendrai quand même d'en voir plus pour me dire, allez, je me laisse tenter. Toy Story 5, Toy Story 5 il est déjà sorti. Mais en tout cas, c'était pour vous parler des chiffres, tout simplement. Meilleur démarrage de l'année aux États-Unis pour un film d'animation. Il a fait mieux que Mario, 160 millions de dollars. Toujours des chiffres délirants. Et c'est le deuxième meilleur démarrage pour un film d'animation. Juste derrière Les Indestructibles 2 qui a toujours le record. Donc ça se passe très bien pour Toy Story 5. Les retours sont plutôt bons. Moi j'avais envie de le voir, mais je n'ai pas trouvé de séance VO et il n'y en a plus. Donc j'attendrai un autre moyen pour le voir en conditions correctes. Ensuite, Not Alone. On reste dans l'animation. Vous voyez, vous avez toutes les infos à l'écran. Timothée Chalamet et Selena Gomez vont faire les voix de ce couple. Alors c'est marrant parce que j'avais noté donc cette news. Et tout simplement, j'ai eu le temps ce matin de voir il y a un teaser trailer. Alors je trouve qu'on en voit un peu trop. Alors c'est peut-être parce que, perso, quand j'ai vu film d'animation, les studios Illumination qui ont fait tout ce qui est Minions, Moi Moche et Méchant, là, Aventure Galactique, animation, moi je me dis, allez, vas-y, je vais le voir, je peux en savoir plus. Et j'ai regardé un petit peu le trailer, j'avoue, ça m'a un peu moins excité. Notamment, je trouve la relation là. Alors, faut se méfier, c'est un trailer, c'est un peu découpé, mais en termes de genre, je trouvais que c'était pas très progressiste, hein. On voyait le mec qui est ingénieur et qui bricole et qui saute et tout, et elle qui est là avec son petit cahier à le regarder, voilà, en retrait et en train de venir l'aider, voilà, qui est déjà sous sa domination involontaire. Donc ça, c'est dommage. Après avoir les petites bestioles, est-ce que ça peut être marrant? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais voilà, on ne sera pas dans un film qui fait avancer les choses de ce point de vue. Qui c'est celui-là? C'est Curry Barker. Curry Barker, c'est le réalisateur de Obsession. Donc Obsession, je vous en parlais pour ces histoires de records, et ben maintenant je vous en parle parce que le monsieur, forcément, il a fait un film pour à peine 1 million qui rapporte 370 millions, tout le monde lui saute dessus. Fais-nous un film, ça va cartonner. Comme si on pouvait choisir de réitérer ce succès. Enfin bref, en tout cas, il est occupé. Il prépare un film pour Blumhouse, donc la société qui est spécialisée plutôt dans les films à petit budget qui peuvent être horrifiques. Voilà, les résultats sont souvent très aléatoires. Donc là, ça s'appelle Atomic Monster. Oh, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, mais voilà, on a cette info. Et il travaille aussi, donc là c'était donc pour Blumhouse, et il travaille pour Focus Feature sur Anything But Ghost. Donc ça, c'est le prochain qui devrait sortir. Il l'avait commencé avant même que sorte Obsession. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est difficile psychologiquement après un succès délirant de garder la tête froide. Donc le fait d'avoir déjà commencé, d'avoir déjà écrit sans pression, etc. Moi je me dis, écoute, il y a des chances qu'il ait pu faire sereinement ce deuxième film. On sait qu'un deuxième film... Alors, Obsession, c'est pas tout à fait son premier, puisqu'il avait fait un premier film sur YouTube. Voilà, après c'est la première fois qu'il faisait un film au cinéma. Donc à voir ce que donne donc Anything But Ghost. Mais bien sûr, comme je vous disais, il est extrêmement chouchouté. Donc derrière, il prépare aussi pour A24. Donc c'est quand même aussi un studio de production indépendant
qui cherchent souvent la qualité ou des concepts un petit peu originaux. Ils ont quand même sorti des très bons trucs. Et ben là, c'est intriguant, c'est un remake de Massacre à la tronçonneuse. Donc pour le coup, on a un truc qui a déjà été remaké en plus. Mais bon, si on lui laisse la place pour venir transformer la chose et qu'il a trouvé une idée intéressante, pourquoi pas. Moi je suis... Vu la qualité de son premier film ou deuxième film, on peut... moi j'y vais. Hein. Pour l'instant, je suis chaud. Hein. Ensuite, on enchaîne, ça enchaîne les news, ça n'arrête pas. Ça tombe comme des mouches. The Last House, c'est marrant. On est beaucoup dans l'horreur, dans la flip. Alors, encore une fois, c'est pas mon genre de prédilection. Là, ça sort sur Netflix bientôt, le 7 août. C'est une histoire d'enfermement dans une maison. Je peux en savoir trop. Et peut-être qu'il faudrait que je m'en renseigne plus pour savoir si vraiment ça vaut le coup. Bon, le concept est intriguant. Moi, c'est vrai que les high concepts, c'est un truc qui me parle souvent, même si ça marche pas toujours en termes de résultats. Netflix, bon, on sait qu'il y a des gros cahiers des charges qui peuvent un peu faire des films qui se ressemblent beaucoup. Voilà, bon, les gens, séquestration de maison, pourquoi pas. Voilà, je l'ai à l'œil. Ensuite, alors là on est sur des news, on est sur des choses très hypothétiques, mais on a donc George Miller à droite avec Charlize Theron donc sur le tournage de Mad Max Fury Road. Quoique, est-ce qu'elle n'intervient pas aussi dans Furiosa en flashback? Je ne sais plus. Enfin bref, c'est pour Mad Max. On sait donc malheureusement que Furiosa a été un sacré échec. Forcément, c'était difficile de... En fait, tout le monde attendait une suite à Mad Max Fury Road. Et je sais pas pourquoi il n'y en a pas eu directement. George Miller voulait faire un autre film, je crois qu'il lui tenait à cœur, qui était pas mal d'ailleurs. Je vais vous retrouver le nom. Normalement, George Miller. Il est où mon George Miller? George Miller, il est là. Et ça s'appelle... bah non, c'est bizarre, je l'ai pas. Enfin bref. Je pensais le retrouver facilement. Le truc au mille visages, non, pas du tout. Bref, c'était un film avec un peu mille et une nuits, conte, qui était pas mal. Ça devait lui tenir à cœur. Après le succès de Mad Max Fury Road, j'imagine, c'est bon, là on va m'accorder du budget pour pouvoir le faire. Je laisse pas passer l'occasion. Mais du coup, le Furiosa a débarqué 10-15 ans après Fury Road, donc forcément le soufflet est retombé. Et en plus, c'est une préquelle avec d'autres personnages. Donc le public qui était chaud pour Fury Road, j'imagine, n'a pas suivi. Et sans réussir à choper un autre public qui pouvait être intéressé. Pourtant, le film est chouette, hein. Furiosa, moi je l'ai bien aimé. C'est effectivement un peu un autre délire, mais ça n'empêche pas que le film de retrouver du plaisir et au contraire de l'amener dans d'autres directions. C'était intéressant de pas juste refaire un... J'imagine les studios voulaient un 2 un peu identique et lui ça l'intéresse pas. Mais il a toujours envie de refaire un film à Max. A priori, donc comment ça s'appelle le monde dans lequel il est là? Je crois que c'était le nom du truc, du projet, enfin le nom du projet, comment dire? Le nom de temporaire quoi. Il y a un... Comment on dit ça? Tu peux m'aider, Paul? Un nom, pas un nom de projet, mais un... 3000 ans à t'attendre. Voilà, tout simplement. Pas compliqué. Wasteland. Alors, je suis étonné de voir... Parce que, en fait, moi, j'ai juste vu une news pour dire que lui avait toujours envie d'en faire un. Que l'ancienne boîte de prod de Furiosa, eux, ils étaient échaudés, ils n'avaient pas envie. Mais peut-être ils pouvaient trouver un financement ailleurs, parce que je crois que c'est lui qui a la propriété de Mad Max. Donc il n'est pas bloqué avec... ça c'est bien ça. Et là je vois que le film est noté comme under production, donc il préparait... C'est étonnant. Wasteland, voilà, c'est le nom que je cherchais aussi. Production d'ailleurs, statut de production inconnu. Alors, on est dans l'hypothétique, mais bon,
S'il pouvait conclure en beauté cette série, parce qu'il est âgé, hein, George Miller, oulala, voilà, on est sur du 80 balais, hein. Donc attention, à tout moment ça peut se terminer, malheureusement. Voilà, donc un petit espoir de ce côté-là. Et dernière news, on est encore sur des reboots, voilà. Nous sommes sur un Jason Bourne qui effectivement a besoin d'être renouvelé, à mon sens. Hein. On a vu le 4e. Donc il y a eu la trilogie, clairement, qui a redéfini le film d'action. Ça, c'est clair. Derrière, il y a eu un spin-off avec un autre personnage, l'héritage, que j'ai trouvé chouette. Moi, je sais qu'il était beaucoup décrit. Moi, j'ai trouvé chouette. Et j'ai trouvé bien meilleur que le 4e, où Paul Greengrass, le réalisateur des 3 premiers, est revenu avec notre cher Matt Damon. Mais non. C'était vraiment aucun intérêt. On refait la même chose, sans rien de nouveau, sans nouvelles idées, sans nouveaux personnages, sans nouvelle intrigue. C'était hyper plat. Et l'héritage, au contraire, avait d'autres personnages et des scènes d'action plus marquantes. Donc là, je vois qu'a priori, il y a déjà des gens qui se plaignent qu'on remplacerait. Hein, c'est pour ça que vous avez cette image. Ce serait Zendaya qui reprendrait son rôle. Je comprends pas trop c'est quoi son. Elle peut pas reprendre le même rôle. On va pas refaire la même histoire juste en changeant le sexe du personnage. Mais bon, en tout cas, elle serait l'héroïne d'un reboot de Jason Bourne. À voir qui est derrière les manettes et qui écrit le truc, quoi. Mais voilà, il y a déjà des levées de boucliers, parce que c'est une femme, elle pourrait pas faire ça. Bon, ça c'est toujours... On a toujours les vieux masculinistes qui s'accrochent. Hein, le vieux monde, ils veulent pas que le monde change, hein, surtout pas. Parce que ça leur profite beaucoup trop. Voilà pour les news cinéma. Et ensuite, news série. Alors il y en a toujours un petit peu moins, mais quand même. On va pouvoir parler de série. Illustration. Paf, Daryl Dixon. Alors, la news, c'est tout simplement qu'il y aura un renouvellement. Donc la 3e saison a été diffusée, il me semble bien. Un renouvellement en saison 4 qui sera la dernière. Donc ça, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas trop de saisons et qu'en plus les créateurs aient l'info que c'est la dernière. Donc ils peuvent vraiment écrire une fin. À eux de bien la réussir, mais forcément quand t'es ce truc... Ah non, pas de renouvellement. Bon le truc s'arrête en plein milieu, c'est nul. Là, ils peuvent soigner leur sortie tranquillement. Sachant que moi, la 1, j'avais pas été très convaincu. Très carte postale Mont-Saint-Michel. La photo que je montre, ça fait pas méga envie non plus. Hein. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, Paul, hein, dans tout ce que... Si t'as vu des choses, là. Voilà, n'hésite pas. Hein. Tu es là chez toi aussi. Et donc, la saison 2, je suis en train de regarder la 2. La 2 est plus sympa pour l'instant, je trouve que l'arrivée de Carol déjà amène un souffle. Et bon, par contre, il y a ces trucs un peu religieux là, ça c'est moins. Ouais, j'espère que ça va avancer ou que ça va vite passer à autre chose. Voilà, saison 4 et dernière. Ensuite, Ankama a l'esquisse de l'esquisse à l'épopée. C'est l'ouverture pour le festival d'animation d'Annecy ouvre sa cité, un grand lieu d'exposition. Et pour fêter l'ouverture de ce lieu magnifique, eh bien, il donne une carte à Ankama, créateur donc français, connu pour alors Wakfu pour ce qui est de l'animation pure, avec Dofus pour le jeu vidéo, et pour lequel on retrouve aussi un travail d'animation. En tout cas, voilà, je vous mets quelques images à quoi ça peut ressembler. Ouais, il y a des grandes salles d'exposition. Lui, je crois qu'on le voit, hop, dans l'autre sens. Ouah, je suis allé trop vite. Ouais, c'est ça, hein, c'est lui de dos. Paf, on a champ contre champ. Voilà, magnifique lieu d'exposition, projection toute l'année, ouvert toute l'année pour les amoureux de l'animation. Donc Paul, hein, Paul il est peut-être parti en fait, je parle à personne. Ça devrait t'intriguer. Hein. On va aller faire un tour. Voilà, c'est une belle initiative. Hop, on va zoomer un peu. Ouais, celle-là, sa qualité est pas ouf.
Voilà, vous avez des projections en extérieur aussi. Excellente initiative, mettre en avant la production, la création française. J'ai jamais regardé Wakfu, mais écoutez, ça marche bien hein, pour Ankama. Ensuite, autre news série. Vous reconnaissez ce petit personnage, Curtis, le président Curtis de Rick and Morty, le premier spin-off de Rick and Morty. Haha. Alors j'ai vu qu'il y avait un trailer qui est sorti, j'ai pas encore eu le temps de le regarder. En tout cas, ça sort assez vite, puisque ça sort le 27 juillet. À la fin, il y a un enchaînement en fait. À la fin de la saison 9 de Rick and Morty, paf! Pour ceux qui sont en manque, vous avez le spin-off President Curtis. Je trouve ça intriguant comme choix, car dans les épisodes où il intervient, bon déjà, s'il a une série, ça va donner, à mon sens, un peu moins de kiffance à ses apparitions dans la série principale, puisque justement, comme c'était genre maximum un épisode par saison, il y avait un peu un rendez-vous, il y avait un peu à chaque fois le personnage n'était pas usé, donc là je sais pas trop, et puis il y avait un côté presque alter ego à Rick, donc refaire une série sur un personnage pas équivalent mais qui a un peu le même genre de rôle, c'est un patron, enfin c'est le chef quoi, c'est lui qui domine, qui donne des ordres, enfin vous voyez, je me dis peut-être ça pourrait amener une redite à voir dans quoi on s'embarque. Bon, les créateurs de Rick and Morty quand même ont des idées, donc on peut peut-être leur faire confiance. Ensuite, Thomas Lilti, réalisateur, créateur de la série Hippocrate, du film Hippocrate et d'autres films. Voilà, encore un gros dégueulasse qui... alors lui, il vole carrément les scénarios à des jeunes femmes sur lesquelles il a de l'influence. Voilà, notamment des femmes en situation précaire, donc vulnérables tout simplement. Il va l'accueillir chez elle, gentiment, soi-disant. Il a vu qu'elle écrivait des scénarios intéressants, en fait il a pris son scénario, il a fait un truc avec, il l'a même pas crédité, donc elle n'a pas gagné d'argent pour son travail. Et en plus, il s'est amusé à la filmer à poil, puisque voilà, c'est un gros dégueulasse. J'espère qu'il sera puni. C'est quand même dommage parce que Hippocrate, la série était quand même très bonne. Mais on veut plus de ce genre de personnes, en fait. Allez, passons à d'autres personnes, s'il vous plaît. Nous allons Ricky Gervais. Est-ce un gros dégueulasse? Je ne sais pas. Il n'y avait pas eu d'histoire sur lui. Il est plutôt au contraire à balancer violemment sur Hollywood quand on lui donne à faire le hosting des Golden Globes, des choses comme ça. Ce serait sévèrement burné de leur renvoyer leur caca au visage tout en étant soi-même un gros dégueulasse, mais c'est toujours possible. En tout cas, voilà, il se lance dans l'animation. Alley Cats. On retrouve tout à fait sa patte dans l'écriture. D'ailleurs, lui-même expliquait que ça a été finalement assez simple à réaliser, puisque c'est quelque chose de complètement nouveau, mais il a dû bien s'entourer. On retrouve donc en termes d'écriture ce côté un petit peu acide, et en même temps, il y a un aspect très doux et un peu humaniste quand même. Si vous avez vu sa série, comment elle s'appelle? Aidez-moi. Life, quelque chose comme ça. Je regarde si je vous retrouve ça vite fait. Ricky Gervais. The Invention of Lying. Ah oui, non, je l'ai pas mis, je pense. Life quelque chose, non? Non, Afterlife. Life ou Afterlife? Je crois que c'est... Non, c'est Life, lui. Bon, vous irez vérifier. En tout cas, c'était très sympa. Assez émouvant. Et on retrouve toujours son humour assez piquant, que j'aime bien. Du coup, en animation, il y a peut-être un lâchage qui peut être intéressant aussi. Donc, ça, j'irai voir ça. Je sais pas quand ça sort, par contre, mais j'irai voir ça, bien entendu, d'un œil vagabond.
Et dernière news, ah bah c'est pour ça que je me suis embrouillé. Je vous ai parlé de la série d'espionnage. Personne n'a tilté, hein. Personne ne suit derrière. Je vous ai parlé d'une série tout à l'heure, c'était les news cinéma. Donc Millie Brown et David Harbour, est-ce qu'on peut vous retrouver? Voilà, ils sont là tous les deux. Série d'animation, d'espionnage pour Netflix. Ils sont là. Voilà, l'illustration correspond, mais c'était dans les séries. Et voilà, et tout à l'heure c'était pour le film des frères Duffer. Et ben voilà, on a fait le tour des news. Elle est pas mal, hein, c'était copieux. C'était copieux, c'est peut-être trop d'un coup, je ne sais pas. Je me pose toujours la question, n'hésitez pas à donner votre avis sur le fait, puisqu'actuellement en termes de streaming du midi, tous les vendredis, je fais une semaine cinéma-série et une semaine jeux vidéo, où on fait des démos. Mais je me demandais, est-ce que je pourrais pas fusionner et faire un peu de voilà, cinéma-série, news critique, plus une ou deux démos chaque semaine. Haha, mais voilà, ça veut dire peut-être deux publics différents. Remarquez, je pourrais très bien faire midi 30, 13h30 ciné-série, et derrière les démos. Comme ça, chacun peut naviguer. Si on aime les deux, on peut profiter. Ou alors, on vient à l'heure qui nous convient. Bon, ça peut être une piste, mais donnez quand même votre avis. J'en tiendrai compte, bien évidemment. En tout cas, on va pouvoir attaquer la partie centrale, deuxième partie, c'est-à-dire les critiques, avis, de ce que j'ai pu voir, lire depuis 15 jours, hein, tout simplement. Alors, c'est très long, donc je n'ai pas prévu d'illustration, comment dire, à l'avance, donc on va faire à la volée. Ah oui, c'est parce que l'idée c'est de vous balancer carrément des trailers, même si je me suis déjà fait un peu... bah non, tiens, d'ailleurs pour le premier ça sera pas un trailer, je vous prépare ça pour le deuxième film. Animal, voilà. On enlève le son, voilà, s'il vous plaît. Et le deuxième, on va être plutôt sur de la bande dessinée Furieuse, qui est très chouette. On va vous illustrer ça. Je sais simplement qu'on le fait en direct live. La couverture est ici. Paf. Voilà. J'aime beaucoup le dessin. Et pourquoi je suis parti sur cette bande dessinée? Tout simplement parce que je connais Geoffroy Monde. On avait fait il y a longtemps un petit film d'animation avec lui et copain du web. Et donc bah j'aime son travail. Je me souviens, je lisais à l'époque, il faisait un blog qu'il alimentait très régulièrement. Et je lisais tout. Et du coup, bah, à un moment, j'ai voulu lire. J'ai une autre BD à lui d'ailleurs que j'ai lu. Comment ça s'appelle? C'était pas mal du tout. Je vais vous retrouver ça. La voix de Zazar, qui se passe dans l'espace à travers un vaisseau fantôme. Un peu chelou, un peu marrant, un mélange de genres qui est cool. Et donc dans Furieuse, cette fois, vous avez cette jeune femme qui est princesse, qui est entre guillemets, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, qui est forcée à se marier avec un gros porc dont elle ne veut pas, et qui veut s'émanciper de tout ce bordel. Il y a sa sœur déjà qui est déjà partie voilà, pour le même genre d'histoire. Et son père, lui, donc, qui a conquis le royaume, les terres alentours, pour former le royaume de je sais plus trop quoi. Grâce à son épée, bah c'est Arthur en fait. Je dis pas de bêtises, ça fait partie de la geste arthurienne. Et donc c'est Excalibur qui l'utilise et qui est une épée parlante. J'aime beaucoup le dessin de Mathieu Burnia. Geoffroy Monde, il s'est occupé de l'écriture. Et donc j'aime beaucoup le dessin, il y a un côté très dynamique, très expressionniste, c'est pas le bon mot, mais vous voyez l'idée, très vivant, qui peut se passer des mots, hyper stylé, les couleurs et tout, et j'aime beaucoup l'histoire. Un côté aventure, j'étais vite, je l'ai dévoré le machin, tout simplement. Donc voilà, avec ce petit contexte un petit peu féministe derrière, ça fait pas de mal, au contraire, ça fait du bien. Donc voilà, si vous avez envie d'une BD colorée aventure qui raconte des choses intéressantes,
Laissez-vous tenter par Furieuse. Je vous la conseille. Ensuite, cinéma. Cinéma, on va mettre des images derrière. On peut se mettre peut-être un mode plein écran, ça va être le bordel. Ouais, ça va sortir. Il n'y avait pas un petit mode... voilà, c'est ça, mode cinéma, beaucoup mieux. Voilà, mode cinéma. Donc, vous voyez, ça se passe dans le monde de la tauromachie, qui s'appelle Animal. C'est un film français. J'ai été déçu. Je m'attendais à un truc... un petit peu problème je trouve, dans l'écriture. Puisque donc on a un mélange, hein, encore une fois, je l'ai vu sans rien voir, donc je sais pas trop si je vous laisse la bande-annonce en entier. Donc voilà, dans le monde des taureaux, cette femme, truc un peu chelou, il y a des morts mystérieuses dans le coin, et elle ressent des trucs bizarres. Voilà, on trouve des cadavres. Et l'univers, la photo est très très belle, la mise en scène aussi. Les acteurs sont très bons. Découvrir un peu ce monde d'une autre manière, je trouve que c'est intéressant. Mais il y a un truc dans la façon dont le film avance qui est un peu lent. C'est-à-dire qu'on a un peu compris, donc on attend que le film nous rattrape. Ça, c'est dommage. Parce qu'encore une fois, l'engagement de tout le monde dans le projet et la beauté du film pour être super intéressante. Je trouve qu'il y a un espèce la gestion du fantastique est un peu étrange. Moi j'ai eu du mal, donc je suis déçu. Je reste sur un 3 sur 5. Voilà, mais c'est un 3 d'un projet original et intriguant, vous voyez. Donc on peut se laisser tenter, mais moi perso j'étais un peu, voilà, comme je vous disais, déçu par le résultat final. Ensuite, Les Noces Funèbres. Alors là, encore plus déçu. Les Noces Funèbres, qui date de 2005. Je ne l'avais jamais vu, figurez-vous. Alors là, au niveau genre, bon, le film a 20 ans, c'est vrai. Il a 20 ans, mais c'est quand même dur à voir aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, ça me trigger. Que dire ? Bon, l'animation, l'univers, bon, c'est vrai que maintenant ça fait presque... Ça a été tellement repompé que ça apparaît comme pas cliché, mais ça a été beaucoup vu finalement comme esthétique. Mais parce que ça a été beaucoup pompé, quand même. Tim Burton, c'est devenu presque un genre. Mais voilà, il y a ce truc de marier. Il y a des choses un peu mal faites. C'est-à-dire que le personnage se retrouve obligé de se marier avec elle, mais... Je sais pas, il a l'air d'accepter son sort un peu facilement, alors qu'il est censé être tombé amoureux de quelqu'un juste avant. Donc sur la nature de ses sentiments, c'est un peu, vous voyez, flottant, j'ai du mal à y croire. Visuellement, bon voilà, il y a toujours une petite patte qui est très chouette, mais je trouve que sur ce que ça raconte, non. Non, moi perso, je peux pas, ce truc de la jeune femme qui est un peu là, un peu bébête, qui subit tout, et il y a que le gars qui est au milieu. Pourtant il est un peu... Il y a toujours ce truc de... Le gars est timide, quoi. C'est pour faire passer le truc, le gars est timide. C'est le seul truc qu'on met un petit peu pour... que ce soit pas juste... Enfin, en tout cas, tout tourne autour de lui, il est au milieu de ces deux femmes, et ouais, leurs personnages à elles sont passifs et... subissent le truc, non. Donc non, ça m'a pas fait plaisir. Finalement, j'aurais pu passer à côté. Ensuite, donc je suis sur 2 étoiles, on m'a dit je suis presque gentil. C'est l'univers qui rattrape le truc, et l'animation stop motion, bon, ça me fait toujours un petit effet. Je me demande si Chien 51, j'ai pas déjà eu un problème en mettant la bande-annonce. Et bah tant pis, il faut illustrer. On est là pour illustrer, pour parler des choses. Chien 51, je l'ai revu et j'ai bien aimé la deuxième fois. Hein. Franchement, ce que je trouve très chouette. Alors forcément, mon regard est un peu différent. Coucou Tomouf! On a Tomouf qui est là. Ça va? Ça va et toi? Fermeture de l'App TV Times le 15 juillet. Je ne sais même pas ce que c'est. Et bah t'as bien aimé aussi. Bah oui. Alors ce que j'allais dire, c'est que j'ai un œil différent, enfin un angle différent, parce que j'ai lu le bouquin avant. Et pour une fois, on a une vraie adaptation.
C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, ok, cette histoire m'intéresse, j'ai envie de la raconter, j'ai envie d'en profiter pour raconter d'autres choses avec et de mettre certaines choses de côté. Déjà parce que ça permet de faire rentrer un bouquin dans un film, ce qui n'est pas toujours... un bouquin ne rentre pas dans un film. Si on essaie de le faire fidèlement, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais donc, on retrouve l'univers, on retrouve quand même les personnages un peu modifiés, juste ce qu'il faut. On y rajoute un petit coup d'actualité avec le contexte de l'IA, des drones. Et on obtient un chouette film. Je trouve que la facture, pour un film... C'est un film français, messieurs, dames, qui navigue dans les eaux un peu action SF. C'est pas facile, hein. Il y a quand même des gros mastodontes avec des énormes budgets qui sont passés par là. Je trouve que le film tient méga bien la route visuellement. La retranscription de ce Paris futuriste avec les zones, là, l'histoire c'est ça, c'est qu'il y a le monde est découpé en 3 zones, les méga pauvres, la classe moyenne et les riches. Bien sûr, ils ne peuvent pas communiquer. Et il y a un meurtre, on retrouve un cadavre dans la zone 3, sauf que ce cadavre est quelqu'un de la zone 2. Donc ça fout la grouille. Et surtout, il y a un principe, c'est que le policier de la zone 3 qui l'a retrouvé, qui est joué par Gilles Lelouch, se retrouve obligatoirement lié à un policier de la zone 2 qui doit faire l'enquête. Et ça s'appelle Chien 51 parce que c'est ce qu'on appelle, enfin entre eux ils se disent c'est je suis son chien quoi. Donc 51 je sais plus pourquoi par contre. Mais donc il se retrouve le chien de Adèle, Exarchopoulos. Et le duo marche bien, hein, je trouve aussi. Ce que je trouve un peu, comment dire, tout ce qui est affichage, interface, machin, je trouve que c'est un peu... j'y crois moyen. Ouais, c'est un peu trop fluide, un peu trop parfait. C'est souvent représenté de cette manière. Enfin, moi, j'ai du mal à y croire à ce genre d'interface. Et puis, l'IA... ce que ça raconte, je suis pas tout à fait dans cette narrative-là. Et le personnage du ministre, là, qu'on a vu... c'est vrai que je pourrais vous remettre ça en boucle. Est-ce qu'on le voit, notre Romain Duris? Ce personnage-là, non, j'y crois pas trop. C'était plus au début. De le voir à la télé, je sais pas, il y a un côté... ils auraient dû prendre un acteur pas connu. Je trouve que ça... Il y a une familiarité avec l'acteur qui casse le truc. En dehors de ça, très bonne pioche. Ensuite, alors on va basculer dans un vieux film, Le quart d'heure américain. Je ne l'avais jamais vu. Avec Anémone et Gérard Jugnot. On est dans du... Waouh, il y a une bascule. Ah là, il y a une bascule. Alors c'est marrant parce que sur la question du genre, le film a un petit côté... comment dire... À la fois, c'est rétro, hein. C'est un film de 82. Hein. J'étais à peine né, moi. Et en même temps, il y a des petites notes, tu dis, putain, il y avait déjà des idées un peu de faire bouger les lignes. La toute première scène avec Anémone, là. Ah bah c'est marrant, c'est pas une bande-annonce, c'est carrément une scène. Peut-être pas mettre ça, moi. Bande-annonce. Ça vous donnera peut-être plus une idée. Où elle dit à son mec, justement, qui... Ah oui, c'est parce que lui, il est au volant, elle lui dit, je peux conduire si tu veux, parce que je sais plus pourquoi il est énervé. Tu sais, j'ai mon permis, hein, et il dit, non, c'est bon. Elle dit, mais c'est parce que je suis une femme que tu veux pas que je conduise. Faut peut-être un petit peu sortir certaines vieilles idées de ta tête, tu vois. Ça, c'était plutôt ok. On peut peut-être changer les... Voilà. Et d'un autre côté, bon, il y a des... Ouais, elle recherche les types qui ont du pouvoir pour pouvoir faire sa carrière. En même temps, c'est vrai que elle a plus le lead sur leur histoire que lui, finalement. Donc, le film est presque plus moderne que les films d'aujourd'hui, parfois. Salut Babuliné. Coucou. Comment tu peux voir qu'il est là, Tomouf? C'est vrai que moi, je regarde que par les messages, donc... Je suis pas directement sur Twitch, donc ça se voit. Bah oui, ça doit se voir dans la liste. Donc en fait, le film est assez rigolo. C'est un peu vieilli. C'est un peu vieilli, faut le dire. Et en même temps, il y a des choses qui m'ont un peu surpris dans leur histoire. Il y a un truc un peu mignon.
c'est pas facile de jauger, je trouve, un film de cette avec ce décalage temporel. C'est des genres qui sont assez marqués, mais c'est un peu rigolo quand j'y repense. Il y a quand même un truc qui passe, quoi. Je lui ai mis 3 sur 5. C'est vrai que je vous donne pas les notes à chaque fois, mais il pourrait presque arriver à 4 finalement. Voilà, bon après voilà, c'est vieux film comme ça. J'ai tellement entendu parler, enfin j'ai tellement entendu ce nom revenir que je me suis dit bah attends, faut que je le voie à un moment donné. Et je suis content de l'avoir vu. Voilà, le quart d'heure américain. Comédie, ouais. Bonne comédie française de l'époque, mais il y avait quand même un souci d'écriture. Je vous mets de pause pour lire un petit peu. Je recommande le film. Je ne laisserai plus faire sur Arte et en roue libre sur France TV. Ah, il manque peut-être un mot. Je recommande le film. Je ne laisserai plus faire sur Arte et en roue libre sur France TV. Et le film d'animation Mars. Wow, j'ai du mal à te lire là. Il manque des virgules et des ponctuations, quelque chose. Film d'animation Mars Express toujours en France sur France TV et la série C'est Jean Bien. Ouais. Rajoute-moi des petits trucs pour que ce soit plus lisible, s'il te plaît. Babuline sub, ah bah ça c'est très gentil ça Babuline effectivement. Eh bah non parce que j'ai mon OBS et j'ai tout mon bordel pour avoir les notes et vous balancer les trailers. Sinon ça couvre mes fenêtres. Il me faut un 3e écran. Donc effectivement je ne vois pas tout ça et je suis pas très à jour sur tous ces bordels. En tout cas, on enchaîne avec Dragon, les amis. Alors ça, c'est une belle surprise pour moi, car Dragon, là, comme vous pouvez le constater, enfin plus ou moins, s'il y a beaucoup d'effets, c'est un film en prise de vue réelle, avec des acteurs. C'est une adaptation du film d'animation Dragon, How I Trained Your Dragon, qui était un putain de film d'animation. Et je me suis dit, mais les gars, il n'y a pas besoin d'en faire un film, en fait. L'animation, c'est pas comme un sous-film. C'est une autre technique pour réaliser un film, point barre. Il n'y a pas besoin de les refaire en film, bon sang de bois. Mais, j'ai lu une interview du réalisateur, Dan Deblois, qui était le réalisateur donc, de l'animation de la trilogie. Et il expliquait sa démarche, parce qu'en fait, il voulait de toute façon le faire remaker, voilà, il y a ce truc, cette mode de tout remaker, les trucs d'animation en prise de vue réelle. Bon. Et donc, mais il expliquait que comme ils allaient le faire, il n'avait pas envie de laisser son bébé à quelqu'un d'autre qui allait peut-être pas faire un truc terrible. Donc, il s'est dit, ok, je vais le faire moi-même. J'ai pas envie de faire ça au départ, mais je vais le faire moi-même. Et franchement, j'ai été sur le cul. Le film est toujours aussi bien. Et finalement, le côté prise de vue réelle et le fait de pouvoir revenir sur son film, j'ai l'impression qu'il est presque encore plus fort que le film d'origine. Donc ça, je suis complètement bluffé. Et je me suis dit, ça pourrait presque être une manière de faire les films. Dans la mesure où je trouvais que l'action, le filmage, le découpage des séquences d'action est absolument génial. Parce que j'imagine, ils avaient déjà travaillé un vrai découpage. Parce qu'en animation, tu ne peux pas t'amuser à prendre des acteurs, les foutre sur un fond vert, filmer dans tous les angles possibles, et ensuite dire, ok, en montage, on va faire le film et on va rajouter des effets. Comme ça que sont faits les Marvel, les trucs comme ça, et c'est pour ça que les scènes d'action sont absolument dégueulasses. Là, en animation, tu ne peux pas. Tu es obligé de travailler. Tu es obligé de faire ton découpage, de réfléchir, et tu as la chance de pouvoir faire effectivement image par image. Ces trucs sont faits en 3D, donc tu peux te balader. Il y a Paul qui est là, qui est un spécialiste, un professionnel ici avec nous qui pourrait abonder ou dire si je dis n'importe quoi, mais une fois que tu as modélisé, que tu as ton décor, tu peux te balader avec ta caméra à l'intérieur et donc choisir tes angles de caméra. C'est pour ça d'ailleurs que James Cameron utilise la performance capture un peu de la même manière. C'est-à-dire que toi, tu enregistres tes acteurs, tu enregistres leurs mouvements, tu enregistres l'expression de leur visage, tu enregistres leur voix, tu enregistres leur performance de comédien. Et ensuite, tu peux l'utiliser pour animer un avatar en 3D et
bah pareil, tu fais lecture sur ta scène et tu te balades avec ta caméra. Ils ont une espèce de caméra virtuelle et pour trouver le meilleur angle et le meilleur enchaînement d'angles. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est effectivement très puissant. Et donc, ce dragon en prise de vue réelle, pour moi, il bénéficie du travail qui a été fait. Le gars, il a pas cherché à transformer son découpage. Il a pu s'appuyer dessus et puis pour revoir les scènes et se dire ok, là je peux peut-être rajouter un plan là, modifier celui-là. J'ai aussi les contraintes quand même de la prise de vue réelle et donc ça donne des scènes d'action absolument géniales avec une qualité de découpage qu'on ne trouve pas. Et je me suis dit écoute, c'est peut-être aussi une technique du futur, faire en animation pour justement pouvoir regarder le résultat et ensuite revenir dessus à partir de ce premier travail qui est déjà réussi pour le raffiner une deuxième fois. Bon, je pense que là c'est un peu une exception dans ce film. J'ai du mal à croire qu'il y ait beaucoup d'autres projets qui bénéficient de cette qualité, etc. Mais là, vraiment bluffé, 5 étoiles, 17 sur 20. Voilà. Alors, je vais relire donc... oui, film. Je ne me laisserai plus faire. Ah, c'est le titre du film. Mets des petits... je sais pas, des guillemets ou... Ça me dit quelque chose. Ça m'a dit quelque chose. Je ne me laisserai plus faire. Je crois que je l'ai vu. C'est pas un Kervern ou un... Je me laisserai plus... Ou alors je confonds peut-être, hein, mais... J'ai regardé ça. Je ne me laisserai plus faire. Téléfilm. Gustave Kervern. Je crois que je l'ai vu, j'avais pas... Non, j'avais pas été convaincu, perso. C'est Jean bien, ça je l'ai pas vu. Film En roue libre. Alors, En roue libre... Soit je confonds, encore une fois ou pas, avec Marina Foïs, est-ce que c'est ça? Ça, c'était très chouette. J'étais surpris, j'ai trouvé ça très fun, très beau. Très bon dragon, c'est du recyclage, tout a exactement la même gueule. Alors... Oui et non, je trouve que comme je le disais, je vais pas me répéter, mais je trouve que le film a une autre teinte. Je le trouve plus dramatique. Et d'ailleurs, lui parler de ça, il était même surpris lui-même de voir telle scène où il a refait quasiment pareil, mais avec certaines retouches, et de voir les acteurs le faire. Et bah il trouvait que tiens, tel moment était plus sombre que dans le film d'animation, tel moment était peut-être plus joyeux que dans le film d'animation. Et même j'étais surpris, je m'imaginais voir un espèce de faux film en prise de vue réelle, où finalement avec les dragons et tout, il y a tellement de CGI que bah, c'est quand même un film d'animation. Bah non, là on voyait le décor à l'extérieur. Vraiment je suis étonné de pouvoir vous dire que j'ai méga kiffé et... Ils vont sûrement faire les autres. Bah, j'irai les voir au cinéma, ceux-là. Parce que là, je l'ai rattrapé en vidéo. Ensuite, on reste un peu dans le monde fantastique avec Kaamelott. Kaamelott, deuxième volet, partie 1. J'étais allé le voir au cinéma. Je l'ai revu en vidéo. Eh bien, j'avoue que je l'ai préféré en le revoyant. Parce que j'avais été déçu. Déçu déjà parce que je trouve ça un peu fort le café de nous faire un film qui en fait est coupé en deux et de nous proposer la première partie et qu'elle se termine comme ça brutalement. Perso, je trouve quand même qu'Alexandre Astier il avait réussi, malgré les différents changements de format qu'il a amené lui-même, d'élargir cette case un peu caméra café. On a 3 minutes. Tiens, après je vous propose... Moi, l'histoire, j'ai envie de la développer, machin. On va filmer en extérieur, on va faire des épisodes. J'ai pas suivi sur M6, moi je l'ai vu en vidéo, mais a priori un format de 15 minutes, un truc comme ça, ou 26 minutes après, jusqu'à les 52 minutes, la saison 6, il me semble. Et jusqu'à en faire un long métrage, je trouvais qu'à chaque fois, le format, la durée était très réussi en termes d'écriture, justement. On arrivait à adapter et à avoir une écriture qui correspond à sa durée de format. Et c'était le cas aussi pour le premier film. Là par contre, cette espèce de découpage de film en deux, je trouve que ça ne marche pas. Pour moi, même si c'est une partie 1, le film est d'avoir un début et une fin, et on pourrait presque le regarder tout seul. C'est ma conception de film où il y a même des suites ou des parties. Et d'ailleurs,
le film Wicked a réussi tout à fait ça. Le premier, on voit très bien qu'il reste beaucoup de choses à résoudre, qu'on est à la moitié de l'histoire, et malgré tout, il y a une fin, il y a une espèce d'étape, il y a une mise en scène qui me montre que j'arrive à la fin du film, et j'étais satisfait d'avoir vu le premier. J'aurais presque pu regarder que le premier. Mais j'avais très envie de voir le deuxième, qui est aussi bon. Alors, est-ce que si je regarde que le deuxième tout seul? Si, je pense que d'ailleurs, on peut choper le deuxième tout seul. Voilà, pour moi, ça doit être fait de cette manière. Et donc là, forcément, cette déception passée, j'ai pu regarder le film un peu d'une autre manière, tranquillement. Et j'ai apprécié. Je pense que j'ai plus apprécié. D'ailleurs, je me suis rendu compte que quand même sur la fin, j'avais lutté contre le sommeil, donc j'étais un peu dans les vapes. Alors ce plan-là, d'ailleurs, je trouve qu'il y a une petite erreur c'est-à-dire que le gars il est en train d'arracher sa tête de lit. Il l'a à peine arraché qu'il est hyper surpris. Alors que là, comment dire, tu tombes. Ouais, je suis dans des détails à la con, mais je trouve ça important toujours que c'était là. Il peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un truc derrière. Donc quand il tombe, d'abord il doit tomber. Et là, il est à peine tombé qu'il regarde le mur. Comme s'il savait déjà qu'il y avait un truc à regarder. Surtout que c'est pas non plus, vous voyez, un truc en couleur ou lumineux, quoi. Kaamelott, très bonne série. Ce qui sauve le film, c'est l'OST, sinon j'ai trouvé ça nul. Ah ton ouf, il est... Ah, j'ai beaucoup aimé le premier film. Je suis allé voir 2 fois au cinéma et je l'ai revu au moins une fois en vidéo. Et j'ai ce truc, je l'ai fini, j'ai envie de le revoir. Et ça arrive très rarement que j'ai cette espèce d'enchaînement. Je trouve le film est tellement dense. Il le trouvait lui-même trop dense, son premier. Moi, je trouve au contraire, ça lui donne une espèce de folie, de générosité et de j'enchaîne, qui n'est pas le cas. Là, il a ralenti le rythme. Après, voilà, dans ce deuxième visionnage, du coup, je trouve quand même qu'il manque une fin à ce film. Mais je la sentais un peu plus venir. Et donc, passé cette déception, j'ai pu profiter quand même de... On sent que ça prépare un truc quand même. Hein. Ça met en place beaucoup de choses pour la deuxième partie et pour le dernier film. Donc je me dis qu'après ça va peut-être dérouler. Et j'ai quand même apprécié ce rythme un peu plus lent. Ça donne aussi un peu plus, d'une certaine manière, d'ampleur. Je trouve par contre ça avance pas assez l'intrigue. Il y a un peu un côté mise en place de plein de choses. Pour la tête de lit, c'est l'édit du trailer. Dans le film, il remarque pas tout de suite. Ah bah si. Là, je te dis ça, c'est pas par rapport au trailer, hein, c'est par rapport au film que j'ai revu il y a quelques jours. Quand j'ai vu la scène dans le film, j'ai fait « Oh, il relève vite la tête !» Là, effectivement, dans le trailer, c'est en plus surcuté le truc. Mais donc, la photo, quand même, est très très belle. Même si, effectivement, il aurait fait appel à un directeur de la photo. Je pense que ça pourrait respirer un peu plus. Ça manque un peu de mouvement. Bon, il aime bien tout faire parce que ça donne une personnalité au truc. Je peux pas lui reprocher. La musique, c'est marrant parce que moi, je la trouve pas ouf. Elle colle bien, hein. Mais bon, c'est pas un compositeur incroyable. On pourrait choper quelqu'un d'autre. La musique pourrait être meilleure, je pense. Mais au moins, c'est sa musique. Voilà, c'est ce truc. Je peux comprendre aussi. Donc, j'ai presque envie de le revoir déjà. Même ce deuxième volet, même un peu décevant. C'est vraiment une formule assez unique de retrouver le côté un peu comédie française. La manière de se parler, voilà, ça reprend Audiard, ça reprend de Funès, tout ça. Comment on appelle ça ? Cet héritage que j'apprécie de voir des gens qui se parlent entre guillemets normalement, quoi. On n'est pas, quand on voit des trucs un peu moyenâgeux, souvent c'est un peu grandiloquent. Les gens s'expriment d'une manière, les gens ne parlaient pas comme ça. Voilà. Là, il y a un côté finalement plus réaliste. Et en même temps, vous voyez, il y a quand même une ampleur d'aventure derrière, un mélange, voilà, de cette comédie un peu, cette comédie française presque traditionnelle, qui a son rythme et sa sève, etc. Avec du fantastique, de l'aventure. Il n'y a aucun équivalent. Et je pense que c'est pour ça, et le mélange, je trouve, fonctionne super bien. Donc j'ai hâte de voir l'étendue de comment l'histoire va enchaîner sur la partie 2 qui va sortir en novembre.
J'étais quand même, il y a quand même des personnages qui ont disparu. Il y a un petit bout d'intrigue. Alors moi je l'ai peut-être pris plus important que ça n'était. Dans le premier, il y a cette histoire d'anglais qui récupèrent des terres sur leur royaume. On sent qu'il y a une menace. Les gars, il y a des étrangers avec qui il peut y avoir plus ou moins de bagarres, qui ont un petit pied chez vous là. Pour moi, ça allait forcément faire partie de la suite. Et là, disparu. Étonnant. Et puis il y a Lancelot qui est un peu tout seul dans son coin. Bon, ça avance pas trop cette histoire non plus. Alors en le revoyant, on voit un peu plus dans le détail les choses qui... Quand même, il est en train de créer son personnage, il est en train de monter en puissance tout doucement. Mais c'est vrai que sur un film de 2h20, ça avance peu. Voilà. Mais voilà, j'ai mis quand même un 4 étoiles. Hein. Je peux pas aller plus bas. Ensuite, on enchaîne un petit peu les amis. Blitz de Steve McQueen. Alors c'est celui-là. Alors Steve McQueen, bon, il a toujours plus ou moins les créations, comment on pourrait appeler ça, à charge. Il a réalisé Shame, il a réalisé 12 Years a Slave, Les Veuves. Forcément, le gars Hunger, c'est lui. Hunger, c'était avec... comment il s'appelle Fassbender, Michael Fassbender. Donc on était plutôt sur un héros blanc. Alors que toute la suite, il est plutôt à revenir sur des sujets sur la place du noir. Alors lui, il est anglais. Il y a toute une histoire de colonialisme, etc. Qui le retravaille. Notamment, il avait fait une série... le gars n'a aucune mémoire. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'était une série anthologique avec 3-4 épisodes, des périodes différentes de l'histoire, et voilà, des sujets de racisme, etc. La Blitz, je sais pas, c'est étonnant, j'ai trouvé ça moyen. Pourtant, il y a un sujet, voilà, ce petit garçon noir qui se retrouve à essayer de rentrer chez lui. Mais j'arrive pas trop à comprendre l'intérêt. C'est-à-dire que comme il y a du danger, ils sont à Londres, qui va être bombardé. Ils ont organisé des espèces de camps pour se protéger les enfants. Ils les emmènent à l'extérieur de la ville. Dans des trains. Donc j'imagine qu'il y a des petits clins... Enfin, pas clins d'œil, hein, c'est pas du tout le bon terme, mais... Des petites... connexion avec, ça se passe donc à la Seconde Guerre mondiale, nazisme, les trains, bon il y a tout de suite, il y a un imaginaire derrière qui est pas du tout fun. Et donc là il est emmené en train, mais il est pas déporté, hein, c'est vraiment les gamins blancs, tous les gamins sont censés aller dans un camp, voilà. Et lui, il s'est un peu engueulé avec sa mère, je trouve ça un peu léger quoi. Il s'est un peu engueulé avec sa mère, du coup il culpabilise, donc il sort de ce train, il quitte l'autre, déjà il saute d'un train. Pour la retrouver. Il va retourner à Londres, là où il y a la guerre, hein, pour rester avec elle. Donc déjà, en fait, ce truc-là, moi, je sais pas, ça m'a pas... je crois pas à ce truc et je comprends pas l'intérêt, en fait, de raconter cette histoire. C'est très bien fait, hein, attention. On voit la photo, voilà, il y a quand même une reconstitution, il y a des sujets, mais... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. J'ai l'impression que ça apporte beaucoup sur le sujet, en fait. Je sais pas comment dire. Le fait que ce soit un petit gamin à travers... Si, ce qui est un peu différent, c'est effectivement de voir... On est habitué à voir les camps, machin. Là, on voit un gamin à Londres. Ouais, c'est un peu différent, mais... Je sais pas, ça m'a pas... Je me suis un peu fait chier, en fait. On peut balancer les mots de ce genre. Je me suis un peu ennuyé dans ce film. Ça n'a jamais été pris par l'intrigue, par l'émotion, non. Donc finalement, non. Je ne le conseille pas. Moi, je suis sur un 2 étoiles sur 5. Ensuite, on va parler... Alors, je vais aller très vite sur les jeux vidéo. C'est des démos que j'ai fait la semaine dernière. Europa. On va mettre quand même des images. Donc, Europa, avec un peu de recul, je suis quand même déçu. Hein. Voilà, c'est celui-là. Il est très beau. Forcément, c'est ce qui m'avait intrigué. Se balader dans cet univers, ça me donne envie. La maniabilité, il y a un truc, je comprenais pas les sphères, il y a plusieurs trucs de couleurs, j'ai l'impression qu'il y avait qu'un truc qui était utile, c'était un peu confus.
Et donc j'étais pas spécialement dans un plaisir de... C'est l'idée, voilà, il y a un truc cinétique, on se laisse porter, on se... d'environnement en environnement. Je sais pas, il y a un côté un peu vide, un peu, je sais pas pourquoi je fais ça. Un peu... J'ai pas spécialement envie de m'y remettre, vous voyez. Ensuite, donc, on est plutôt sur un 3 sur 5. Aero Machina. Ouais, gameplay, je sais pas, ça peut être bien un petit trailer. Aero Machina, par contre, alors là, un gros kiff. Un Metroidvania 3D avec un style old school. Où on a un personnage, alors là, on dirait qu'on dirige un avion, mais oui, il peut se mettre en mode avion, mais c'est surtout un bonhomme avec une épée. Et le gameplay, là, tout de suite, j'ai aimé le gameplay. Il y a un truc simple, un peu arcade presque. Et en même temps, vous voyez, il y a quand même des possibilités qui s'ouvrent, une variété. Et hyper agréable à manipuler, donc trop bien. Lui, liste de souhaits direct. Ensuite, là, un peu plus mitigé, Wild Blue Skies, qui est donc un remake clairement de Star Fox. Très très bien refait, peut-être trop, dans la mesure où c'est vraiment... Alors, le dessin animé il est chouette, mais... Ah bah tiens, on voit plus d'images que j'ai vu. Il y a un côté gameplay identique, trop bien refait, mais du coup, bah, aucune personnalité et donc manque d'une force ou d'un truc qui me porte, quoi. J'ai l'impression de refaire un clone, et c'est un peu ça le projet, c'est un peu un clone qui manque un peu de piquant. Je sais pas, on n'a qu'une mission dans la démo, donc c'est rapide, mais je sais pas, j'ai pas été... J'ai trop envie d'aimer, clairement. Star Fox, j'adore, hein, pourtant je suis pas très shoot 'em up, mais il y a ce côté aventure, cette perspective, côté rail shooter, machin. Très bien exécuté, mais manque d'un piquant. Alors peut-être que dans le jeu complet, ça sera plus le cas que juste dans la démo. Et enfin, le dernier jeu que j'ai fait en démo, je fais un petit retour très rapide. L'Odenaut. Alors ça, j'ai trop kiffé. C'est un jeu de balade tranquille dans... Manque de renard, nous dit Tomouf. Eh ben... c'est un peu ça, c'est un peu le manque de renard finalement. Donc là, on est tranquillement au fond des eaux. Voilà, on récolte des matériaux pour pouvoir explorer. C'est très simple et en même temps ultra bien implémenté. Il y a beaucoup d'automatisme au niveau maniabilité qui rend le truc super agréable. Le jeu est pas très long a priori. On est sur un 8 heures. Faut nettoyer le bordel. Je vous en mets pas plus, j'ai pas envie d'en voir plus. Liste de souhaits direct, 5 étoiles. Voilà. Load. C'est un jeu qui est pas si récent. Il est sorti il y a 1 an sur Switch, mais il date de 2022. Voilà, respirez un petit peu sous l'eau, allez-y. Moi je vous le conseille si vous aimez ce genre de choses. Avec un visuel très sympa, simple, mais il y a une vraie petite patte graphique. Très cool. Ensuite, une série, et puis on va se finir avec les 3 derniers films. Une série qui n'est pas très récente. Je vous parle de ce que je regarde, même si c'est vieux. Star Trek Voyager. Alors Star Trek, je me suis lancé dans une mission de tout regarder. Alors bien sûr, il y a un petit tricks. Je ne regarde pas toutes les saisons de toutes les séries. Mais le principe, c'est de regarder tout dans l'ordre chronologique. Alors j'avais regardé les 3 saisons de la toute première série. Comme ça, je connaissais au moins l'origine du bordel. Et ensuite, j'ai regardé les films. Et les séries, je regarde la première saison. Et ensuite, je me fais une petite compile de quelques épisodes des autres saisons. Et je regarde les 1 ou 2 derniers épisodes de la dernière saison. Voilà, ça me donne un topo. Et je suis vraiment surpris de voir qu'à chaque fois, c'est super bon. Hein. La meilleure, donc la première, c'est Next Gen. Si je dis pas de bêtises. La première que j'ai matée. Nouvelle génération, qui était chouette. Ouais, j'ai regardé la première saison. Ensuite, j'ai enchaîné avec Deep Space Nine, qui est absolument génial. Là, j'avais presque envie de tout regarder. Mais bon, il y a 7 saisons, j'ai pas avoir le temps de... Voilà. J'ai regardé la première et puis le final, qui est trop bien d'ailleurs, il y a un épilogue trop bien. C'est marrant quand même cette capacité de renouveler, parce que quand même on est sur du procédural, c'est-à-dire qu'en gros chaque épisode est... J'exagère un peu, il y a quelques arcs, mais un épisode peut se regarder tout seul, et il a une conclusion, et après on repart sur autre chose. De temps en temps il y a des doubles épisodes, mais voilà, c'est le même principe. Un début, un nouveau problème, et à la fin, terminé, c'est réglé.
On passe à autre chose. Il y a des éléments qui restent. Hein. S'il y a eu un personnage je sais pas, je dis n'importe quoi, qui a perdu ses jambes, si ça c'est pas résolu, après il aura plus de jambes et puis peut-être plus tard il va les retrouver. Donc il y a quand même quelques éléments un peu feuilletonesques. Mais globalement on est sur du procédural. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que donc c'était trop bien. Et ensuite, allez, je vous mets des images différentes. J'ai regardé Star Trek Voyager. Donc j'ai fait le même système. J'ai regardé toute la saison 1. J'ai kiffé. J'ai regardé un peu plus d'épisodes que je m'étais prévu dans les 7 saisons suivantes et le final. Alors il y a moins cet effet de... Ah mais non, c'est un jeu que j'ai mis. Le con. Je me suis fait avoir. Il y a un peu moins l'effet épilogue à la fin de Voyager qui me... Le double épisode final est quand même chouette. C'est juste un peu brutal. Moi j'aime bien les épilogues quand on a regardé un truc long. Avoir le temps de ressortir tranquillement et que voilà, on revoit un peu tous les personnages. Et c'était le cas dans Deep Space Nine. Là, il y a une résolution et paf, on a un plan et c'est terminé. Je trouve ça un peu secos pour cette saison, même si je les ai pas regardés en entier. Mais bon, ça, mis à part, c'est vraiment trop bien à chaque fois. L'écriture, c'est fou. Bah, les mecs, ils bossent pour écrire autant d'épisodes. Parce que c'est des saisons de 15-16. Est-ce que c'est vraiment la série, là? Je voudrais vous mettre un vrai trailer, moi. Je me fais avoir, là. Là, on a 9 of 7 of 9, là. Star Trek Voyager, le pourvoyeur. Ah mais je voudrais pas. Trailer on va mettre. Série. Il y avait quelque chose. Voilà. Et en plus, alors là, quand même un élément qui m'importe. Le côté genre, je trouve que Star Trek est quand même précurseur. C'était une série. Pourquoi j'ai ça? Ça me sert absolument à rien. Ça me défonce les oreilles depuis le début. C'était juste pour tester. J'ai aucun son dedans. C'était quand même une série qui a été, je crois, la première dans la série originale à présenter un personnage féminin noir. C'était pas le personnage central, mais Uhura avait quand même une certaine importance. Déjà précurseur là-dessus. Et les personnages féminins, ils ont toujours une belle écriture. Et dans celui-là notamment, vous avez le capitaine qui est une femme, qui a un putain de personnage, grosse personnalité. Et ce sont des personnages féminins qui existent sans les hommes. Donc on l'a vu d'ailleurs au début avec... je l'avais dans la vignette. Le personnage qui est la chef engineering, machin. Où est-ce qu'elle est? Là. On va la voir. Elle. Oh, c'était rapide. La Klingon. Mi-Klingon, mi-humaine. Eh bien, quand elle se parle, elle parle pas de mec. Hein, comme dans les 3/4 de ce que vous pouvez regarder, malheureusement. Elle parle de problématiques. Je suis pas du bon côté. Regardez, si je fais ça, je suis coupé. Là, ça ressemble à rien. Elle parle de problématiques d'autres personnes, de leur vie à elle, de la vie de l'équipage, de choix moraux. C'est quand même un peu le cœur de Star Trek quand même. C'est d'essayer de définir c'est quoi un humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? À quel moment on fait certains choix qui font qu'on est peut-être plus humain? Ou qu'est-ce qui est important? Enfin, voilà, ça raconte plein de choses. Et en plus, bah, c'est quand même funace à travers ces aventures spatiales. J'aime bien cette envie d'utiliser souvent du vocabulaire. Je pense qu'ils ont quand même essayé de choper des termes qui sont pas n'importe quoi. Ils n'ont pas inventé n'importe quoi. Simplement, bon, on profite de se dire, bah, on est dans un futur hypothétique. On a des technologies de dingue. Quand on voit comment on peut soigner quelqu'un, ça fait envie. Mais en tout cas, trop bien. Moi, je vous conseille Star Trek si vous connaissez pas. Moi, je ne connaissais pas. J'étais Star Wars man. J'avais forcément beaucoup entendu parler de Star Trek. Quand on voit quelques images de celle d'origine, qui est la plus marquante, celle qui est un peu, il faut pas y toucher parce que tout vient de là. Ça a beaucoup vieilli. Ça peut porter à rire, mais en fait, les histoires, elles étaient déjà super chouettes. Certes, c'est plus dur à regarder, mais on retrouve dans toutes les séries pour l'instant que j'ai vues, donc Next Generation, Deep Space Nine et Voyager,
cette qualité de faire des personnages qui existent, qui ont des vraies réflexions, des vraies problématiques. C'est vraiment très très bon. Très très bon. Et donc, encore une fois, sur la question de genre, je trouve que c'est une série qui se démarque du reste, quoi. Et pourtant, Voyager, c'est 2007, hein. 2007. Il y a 20 ans. Donc, il n'avait pas spécialement de pression ou d'événements qui pouvaient les amener à vouloir faire un effort. C'est une volonté vraiment humaniste. Il y a les femmes et les hommes à égalité, quoi. Et là, c'est assez flagrant. Donc, allez-y, Voyager. Allez-y. Je vous conseille fortement. Et la prochaine, ce sera Enterprise. Voilà, je suis curieux de voir. S'il y a 2 films que j'essaie de regarder dans l'ordre chronologique des sorties des choses. Donc, après Voyager, il y a 2 films. Et ensuite, il y a Enterprise. Sachant quand même qu'il y a un truc très chelou. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est que vous avez la série d'origine qui se termine. Ensuite, ils commencent une série. Donc, c'était Next Generation, nouvel équipage, machin. Et là sort un film de cinéma avec l'équipage et toute la mythologie de la série d'avant. Et ils sortent comme ça 3-4 films. Et là, au moment où Voyager se termine, il y a un film qui sort, donc celui que je vais regarder, c'est l'équipage de Next Generation. Il y a une espèce de décalage, les films sont décalés des séries avec... ils font revenir les personnages d'avant. C'est peut-être parce que la série Voyager commence, donc elle n'est pas très connue. Par contre, Next Gen, elle a eu le temps faire le tour et d'être connue par un maximum. Donc ils se disent, on fait un film pour continuer l'histoire des personnages les plus récents et connus au moins la communauté. Voilà pour ceci. Qu'est-ce que nous avons d'autre, nous ? Il me reste des films. Alors, du coup, il y a un film. Pour l'instant, c'était des choses que j'ai revues en vidéo. Et les 2 derniers, ce sont les films que j'ai vus au cinéma. Les 2 derniers visionnages. Mais pour l'instant, on va parler de Que ma volonté soit faite, de Julia Kowalski, qui est un film clairement avec un petit fond féministe. Ce n'est pas un gros mot, vous inquiétez pas. As-tu vu la série Machine sur Arte ? Absolument pas. T'es beaucoup sur Arte en ce moment, et tu as sûrement raison. Il y a des choses très bien, et lui il fait peur. A raison. Eh ben écoute, je vais me noter ça. Machine. Je vais me faire un petit onglet avant de vous parler de Que ma volonté soit faite. Machine. J'ai souvenir d'une série de SF sur Arte qui était horrible, qui était vraiment nulle à chier. Mais c'était pas Machine. Alors je vois série Machine 2024. Est-ce que ça peut être ça ? Attends, on va le mettre. Tu vas pouvoir me confirmer devant tout internet. Attends, qu'est-ce que j'ai fabriqué ? Est-ce que ce serait ça ? Tu vas me le dire. Eh ben on l'a sur le Discord, c'est ça. Ah mais ça me dit vaguement, non ? Non, peut-être pas. Joey Star ? Je suis pas très fan de Joey Star. Film français action drame thriller. 6,5. Il va me falloir un peu plus pour passer à l'acte. Mais on ira voir sur Discord tranquillement. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez sur le Discord. Alors il faut que je fasse fusionner les choses, je pense que c'est important. D'avoir qu'une adresse pour tout. Hein, il faut absolument que je m'occupe de ça. En tout cas, que ma volonté soit faite. Nous avons cette jeune femme qui travaille à la ferme. Voilà, elle s'occupe des vaches et d'autres choses. Avec des frères quand même bien dégueulasses. Comment il l'appelle balai à chiottes. Voilà, on est sur ce genre de bail. Le film est franco-polonais. Et du coup, c'est polonais en France, je pense. Bon, c'est pas spécialement un sujet hyper explicite du truc. Mais donc voilà, elle est intriguée par cette femme qui habite en face. Et le film est pas mal. Il est assez narration assez chelou. Elle raconte des choses, mais sans que ce soit... C'est à vous de déduire. C'est à vous de bosser, les gars. Il n'y a qu'une saison pour Machine, c'est très bien, c'est parfait. Il y a ce monde qui est vraiment sale quand même. C'est des hommes dégueulasses. Comme il y en a énormément, on s'en rend de plus en plus compte. Et donc,
il y a une mise en scène qui est quand même intrigante. Je trouve que le film nous fait beaucoup confiance. Là, par exemple, quand on la voit crier et tout, comment dire, il y a plein de manières d'interpréter en fait. On ne sait pas à quel point c'est du premier degré, est-ce qu'il y a vraiment du fantastique ou pas. Voilà, ça a déjà une ambiguïté là-dessus. C'est à vous de décider. Donc ça, je trouve ça plutôt une bonne chose. Et ouais, le film a des scènes plutôt marquantes. Ouais, il y a un travail, c'est plus, je trouve, plus fort que Animal dont je vous parlais, qui finalement on peut faire des connexions largement entre les deux. Voilà, des femmes dans des mondes plutôt masculins et qui sont maltraitées. Ouais, moi je vous le conseille. Si vous voulez voir un truc vraiment différent, étrange, allez-y. Et il y aura un aspect un peu déroutant. Et moi je trouve ça plutôt intéressant d'avoir... d'avoir un truc un peu qui vient vous chercher, qui vous demande de faire un effort et en même temps qui laisse plein de zones à remplir vous-même, qui vous laisse de la place et voilà, qui n'est pas tout donné comme ça dans le bec. Que ma volonté soit faite. 4 sur 5. On va attaquer donc les 2 films que j'ai pu voir en salle récemment. Backrooms, on va pouvoir rapidement faire un parallèle. Alors j'hésite à vous mettre des images parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir, notamment car je ne savais rien de ce film, je n'ai même pas vu de trailer. Je sais plus trop ce que j'ai vu ou j'ai dû voir juste une petite news, un petit article qui m'a intrigué assez pour me dire vas-y, ça je veux le voir. Sans savoir du tout si c'est... Parce que dans le film d'horreur ou épouvante, on va dire, il y a quand même beaucoup de choses nazes. Et là, je sais pas, il y avait un truc dans ces univers liminaux. Je vous mets un petit peu le début pour illustrer quand même. C'est le magasin où travaille le personnage principal. Lui, comment il s'appelle, Chiwetel Ejiofor. Tac, voilà, qu'on voit un peu. Vous connaissez peut-être donc les Backroom, hein, déjà sur YouTube, c'est un genre. Donc le réalisateur, comment il s'appelle, Ken Parsons, a fait beaucoup de vidéos, plutôt des courts-métrages sur YouTube, voilà, dans cette espèce de bureau vide. C'est un espèce de sous-genre semi-horrifique, puisque les espaces liminaux, finalement, c'est... comment on appelle ça, oui, Severance, effectivement, c'est totalement inspiré. La bande-annonce de Backrooms m'a fait penser à la série Severance. Severance a repris totalement tout cet univers de Backroom, en rajoutant donc cette histoire de comment on appelle ça, Severance, là, scission entre ton monde du travail et ta vie personnelle. Et dans Backrooms, là, on est vraiment dans l'horreur, on pourrait dire, de ces univers-là, c'est-à-dire des univers gigantesques, de structure humaine, architecturale, vide et un peu chelou, hein, comme vous pouvez le voir là. Bon, il y a, je sais pas, est-ce que ce mur-là est vraiment utile? Là, il y a un bout de truc. Allez, on en met un peu plus. Voilà, bon, par exemple, ça, a priori, on ne vit pas comme ça, mais il y a des bouts d'éléments au milieu du décor. Voilà, là, il y a un mur beaucoup plus haut que l'autre. Je veux pas trop vous en montrer. On va voir juste un bout de décor un peu foireux. Vous voyez, il y a un truc, plus ou moins, cette grande pièce, qui normalement, voilà, va avoir plein de bureaux de gens qui bossent. Quelques chaises, c'est déjà angoissant. Vous voyez? Et c'est ça qui est intriguant. Et je trouve que le film est très bon, hein, mais clairement très bon. Je suis sur un 5 étoiles aussi. C'est vrai qu'au niveau sens sur la fin, c'est un peu moins fin que Obsession. Ou en tout cas un peu plus vaseux. Mais je trouve que le ride, c'est pour ça que je ne peux pas trop en montrer, est vraiment chouette. L'évolution, on est intrigué, on sait pas trop où ça va aller. C'est bien dosé, vous voyez, par rapport à 3/4 des trucs un peu naze d'horreur que j'ai pu voir. Là, et ben là c'est réussi. Les gens ont bien dosé le truc. On dissémine les éléments, il y a des idées brillantes.
Et il y a une ambiance flippante, on est là pour se faire un peu peur. Et je trouve aussi ça ouvre sur des perspectives, on peut aller un peu plus métaphysique, philosophique. Et je trouve aussi qu'il y a un retournement là pour la question de genre. Je trouve que Obsession et Backroom, Obsession encore plus, sont vraiment réussis et je trouve qu'ils en parlent d'une manière intelligente parce que c'est pas un discours féministe qui serait juste balancé par un personnage comme ça. C'est beaucoup plus fin et malgré tout ça remet un petit coup de pied dans certains schémas et là je trouve que c'est encore le cas. On a 2 acteurs, d'ailleurs ça c'est j'ai trouvé ça très intriguant, Ejiofor et Renate Reinsve. Est-ce qu'on va la voir? On la voyait sur la vignette. Forcément, ça fait plus cliquer quand il y a une femme sur une vignette. Comment je vais vous mettre juste une image. Vous l'avez vu dans Juliette en 12 chapitres. Voilà. Et Valeurs sentimentales plus récemment. Très très bonne actrice norvégienne, suédoise, je suis pas certain. Joachim Trier, Danemark plutôt, alors danoise. Excellente. Et donc le casting, vous voyez, n'est pas un casting typique d'un film d'horreur. Elle vient d'un cinéma plutôt presque bourgeois, en tout cas un cinéma plutôt autorisant, vous voyez. Et lui aussi, alors Ejiofor, dans quoi j'ai pu le voir? 12 Years a Slave, Seul sur Mars, Les Survivants, Triple Nine, Doctor Strange, Life of Chuck, excellent film. Alors celui-là, j'ai bien fait de le voir. Il est débarqué sur Canal par hasard. Tiens, ça m'intrigue un petit peu. Je ne savais pas ce que c'était. Génial. Au passage, petite reco. Life of Chuck. Et donc Backrooms. Donc vous voyez, alors Doctor Strange, on était un peu dans une horreur, mais une horreur plutôt triple A qu'autre chose. Et donc le casting déplace aussi le film un peu, hein, des poncifs de l'horreur. Donc en tout cas, voilà, je vous conseille. Allez, il doit être encore en salle, celui-là est encore plus récent que Obsession. Si vous aimez avoir un petit peu peur, avoir un truc un peu chelou, allez-y, il y a un mystère. Et tu parlais de Sévrance, Tomouf. Je trouve que Sévrance arrivait justement à jouer d'un mystère, d'en faire des situations intrigantes, des révélations, machin, et c'est pas du tout la même ambiance, la même tonalité, mais on retrouve un peu ce jeu un peu de poupée gigogne. Ah bah il y a autre chose. Ah oui, mais c'est un peu différent parce que les poupées gigognes elles sont quand même identiques. Là on part sur des trucs un peu différents. Donc Backrooms, allez-y, 5 sur 5. Et dernière chose, Jim Quinn. Alors Jim Quinn c'est marrant parce que ça je me le garde. Ce film là, je suis allé le voir, il n'y avait pas beaucoup de séances. Je sais pas s'il sort dans des plus grands cinémas. Film d'animation queer. Paf. Alors vous avez vu en dessous les Cassos. C'est le même studio que les Cassos, pour ceux qui connaissent. Alors, on va remettre Cassos pour commencer. Pour introduire le sujet. Voilà. Ah bah c'est de repris le personnage en fait, non? Ah non, il présente. Ah, c'est ça, faudrait que je le vois que le son. Je me méfie des droits, j'ai toujours peur un peu. Là, on voit les personnages un peu qu'il y a dans le film. Donc les Cassos, hein, très marrant, gros délire d'animation française, un peu, on s'interdit pas trop les gros mots et les trucs de cul et tout ça. Très chouette, très marrant, très délire. Et Jim Quinn, bah c'est eux. Alors je le trouve un peu plus sage. Je m'attendais à un truc encore plus. Et en même temps, c'est peut-être pas plus mal que ça parte pas trop loin dans un truc vraiment vulgaire, dégueu. Ça casserait un peu le sujet. Parce qu'on a donc on est dans le monde homo, mais voyez, presque caricatural, culturiste. Et d'un autre côté, on a un gamin surprotégé, bourgeois, dont la mère l'interdit limite presque de sortir de sa chambre. Dans la même veine que Mr. Flap, les Cassos. Et bah Mr. Flap, je ne connais pas. Alors ça, pareil, tu me le fous dans Discord. Et donc là, c'est très marrant, vous voyez. Je trouve que justement, ça navigue dans... Ça se moque et en même temps, je pense que les créateurs sont soit gays, soit en tout cas un peu...
enfin impliqués, je peux pas savoir s'ils sont impliqués dans les mouvements, des mouvements queer, mais en tout cas veulent défendre un peu un truc. Et le font avec humour, donc à la fois on va un peu dans des petites parodies, donc on rigole un peu de cet univers, et en même temps on s'en moque de l'intérieur. Vous voyez, c'est très différent, c'est pas je monte du doigt et c'est plutôt ouais, bah il y a des clichés, il y a des trucs dont on peut se marrer dans notre monde queer, et en même temps être sérieux avec ce monde et essayer de représenter une partie qui est comment ça fonctionne. Ils présentent un peu les différents groupes, parce que justement l'avantage du jeune, c'est que il découvre un peu lui, et donc c'est très marrant. L'animation est très chouette, je trouve, le style de dessin, il y a certains effets parfois, je sais pas si on va voir dans la salle un moment, il y a des petits effets de profondeur, des petits shaders sympas, c'est très soigné, marrant, une aventure, et c'est quasiment une aventure le bordel. Le seul petit bémol où j'ai une sensation, comme je disais, un peu sage, ou le schéma de l'histoire un peu classique finalement. Mais c'est peut-être aussi l'idée, c'est-à-dire que ce soit entre guillemets normal en fait, c'est juste un univers. Et on peut raconter une histoire comme le monde binaire raconte habituellement. Je peux tout à fait comprendre cet argument, je ne sais pas exactement, hein. C'est juste que ouais, je m'attendais à un truc un peu plus festif, un peu plus, je sais pas, mais ça reste très drôle, très coloré, et l'aventure est chouette, et je le reverrai avec plaisir. Je lui ai mis un 4 sur 5. En le revoyant, ça pourrait peut-être aller à 5, à voir. Je me marrerais peut-être plus en sachant exactement, en connaissant l'histoire. Voilà, Jim Queen, je vous le conseille. Et donc, j'allais dire, j'étais surpris quand je suis allé le voir. Ça faisait déjà bien 1-2 semaines qu'il était sorti. On était sur la dernière semaine d'exploitation, je pense. Pas beaucoup de séances, cinéma à essai. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne dans la salle. C'était rempli. Et là, on sent le côté peut-être un peu communautaire. Et c'est marrant parce qu'il y avait une ambiance un peu différente dans la salle. Ça se marrait facilement en commentant un peu. Et en même temps, c'était pas gênant. Moi, j'aime pas quand on parle dans les films. J'ai envie de pouvoir être concentré dans mon machin. Et là, ça me gênait pas. Il y avait un truc assez naturel dans je sais pas comment dire, mais les gens étaient pas en train de parler en permanence dans le film. C'est pas ce que je veux dire. C'est quand il y avait des gags qui les faisaient marrer, ils en profitaient pour le commenter un peu très rapidement. Mais voilà, c'est ce qu'on je retrouve pas dans d'autres films. Les gens se marrent et c'est tout quoi. Et non, c'était une très belle séance. Jim Queen, allez voir ça si vous pouvez, près de chez vous, s'il vous plaît. Et bah écoutez, moi j'ai fait le tour. Paf, j'ai utilisé ma nouvelle appli, c'est pas mal du tout, comme ça je vois bien où j'en suis. Excellent. Au passage, voilà, on a vu plein de choses, hein. J'espère que ça vous a plu les petits clous. 14h, écoutez, j'aurai le temps de faire d'autres petites choses. J'avoue que je suis très tenté, on peut le tenter au débeauté, de faire une démo de jeu vidéo. Hein, on va se dire au revoir pour la partie cinéma. Merci à vous. Je vais mettre fin à l'enregistrement pour le replay. Il faut que je les mette. Je crois que je les ai même pas mis sur les internets. C'est ridicule. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission News Critique Cinéma. À très bientôt. La semaine prochaine, jeux vidéo. Et dans 15 jours, cinéma série. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.